Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une stabilisation sur les marchés après les mouvements heurtés de début de semaine. Je vous rappelle, violente baisse lundi, stress géopolitique majeur bien sûr autour du dossier ukrainien. Une forme de détente hier et aujourd'hui un marché beaucoup plus prudent. Stabilisation, voire petite baisse pour les indices européens en cette fin de séance et une baisse en cours pour l'instant sur les marchés américains. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté des statistiques économiques, un chiffre important pour mesurer l'appétit du consommateur américain avec la publication des ventes au détail pour le mois de janvier qui sont plutôt une bonne surprise facialement après une baisse de 2,5% en décembre, un chiffre qui a été révisé d'ailleurs en nette baisse. C'est un rebond de 3,8% sur un mois pour les ventes au détail américaines. Bien sûr, il y a un effet prix derrière ce rebond de 3,8%, mais on a quand même l'idée que le consommateur américain en a encore un peu sous le pied. On aura la semaine prochaine un chiffre de dépenses de consommation qui pourrait être lu ajusté de l'inflation et qui montrera peut-être plus précisément où en est la force de la consommation américaine en ce début d'année. Nous parlerons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La politique monétaire sera également un fil rouge bien sûr de notre discussion avec les réunions du mois de mars qui seront des réunions critique pour la Fed, la Banque Centrale Européenne. La BCE se réunit le 10 mars, la Fed se réunit les 15 et 16 mars prochains. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera au réveil du secteur des telcos. Effectivement, un secteur qui fait plus que bien tenir en relatif depuis le début de l'année. On a par exemple une performance de 15% pour le titre Orange depuis le 1er janvier, qui est l'emblème des telcos pour le CAC 40. Et c'est un spécialiste du secteur, Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Des marchés qui restent dans une attitude très prudente avec notamment le conflit géopolitique autour de l'Ukraine qui reste une préoccupation immédiate chez les investisseurs. Les infos clés du jour en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le sentiment de soulagement d'hier se dissipe peu à peu sur le marché parisien et laisse place à plus d'inquiétudes. Et pour cause, le risque géopolitique en Ukraine refait surface. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui déclare ne pas avoir observé de signes de désescalade aux frontières de l'Ukraine et d'indiquer qu'il semblerait au contraire que les Russes continuent de masser des troupes sur le terrain. En tête des préoccupations, on retrouve toujours l'impact des tensions inflationnistes sur le rythme de normalisation de la politique monétaire de la Fed et plus globalement des autres banques centrales. Sur le plan macroéconomique, aux États-Unis, en janvier, les ventes au détail ont augmenté de 3,8%. Hors automobile, elles ont progressé de 3,3%. Les États-Unis, où la Fed doit publier les minutes de la dernière réunion de son comité de politique monétaire, le compte-rendu devrait donner un aperçu de l'ampleur de la prochaine hausse des taux prévue en mars et du nombre de relèvements jugés nécessaires. Plus près de nous, au Royaume-Uni, en janvier, l'inflation a atteint 5,5% sur un an, un inédit depuis mars 1992. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré hier sur CNBC que la BCE pourrait mettre un terme à ses achats d'actifs dès le 3e trimestre, sans pour autant relever ses taux d'intérêt dans la foulée. Focus sur quelques valeurs. Air Liquide progresse. Le géant des gaz industriels se dit confiant dans sa capacité à faire croître cette année sa marge opérationnelle courante hors énergie et ce malgré un contexte inflationniste. La Française des Jeux bondit. L'an dernier, le groupe de jeux d'argent a engrangé un profit de 294 millions d'euros en hausse de quasiment 38% par rapport à 2020 et de 46% par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire. On relève aussi que l'activité de la Française des Jeux s'est révélée sans précédent avec un total de mises avoisinant 19 milliards. Et puis Coface est en nette hausse. L'assureur crédit a dégagé un résultat net record en 2021. Il entend poursuivre l'exécution de son plan stratégique dont les objectifs au travers du cycle sont confirmés. Demain, Airbus, Kering, Orange, Schneider Electric et Téléperformance publieront leurs résultats annuels. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Édouard. Merci d'être là. Merci à Raphaël Thuin de nous accompagner également. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Édouard. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital et Olivier Ringard avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êt directeur des investissements de Neuflize OBC. Commençons par une bonne nouvelle. Le retour à la vie normale en Europe, Olivier. Je me tourne vers vous. Alors, c'est vrai que le marché avait déjà pressenti que le sujet sanitaire allait quand même s'amoindrir à travers cette année 2022, mais on a quand même la confirmation politique dans plusieurs pays européens que les restrictions sanitaires résiduelles vont être levées et assez vite. C'est une confirmation qui est une bonne nouvelle quand même pour le marché et pour les investisseurs. C'est toujours ça de prix. Et puis surtout, c'est quand même une situation qui va avoir, je ne sais pas, un impact positif sur l'économie, une forme de libération quand même pour un certain nombre de secteurs d'activité qui restaient sous contrainte, Olivier. On peut le voir comme ça ? Je n'irai pas jusqu'à libération. Non, bon. On avait déjà une dynamique qui était bien assise en zone euro. On avait le secteur manufacturier qui fonctionnait très bien, qui avait pris l'habitude de fonctionner dans un monde où la situation sanitaire était détériorée et instable. Et on avait évidemment le secteur des services, lui, qui était plus en difficulté, en particulier tous les secteurs de services à forte proximité physique. La conséquence de ces levées de mesures de restriction d'activité va évidemment se traduire par un rebond de l'activité dans le secteur des services au cours des 3 prochains mois. Et on va donc avoir en zone euro un trimestre qui sera sans doute assez soutenu de croissance. Pour autant, l'embellie, la reprise, elle est déjà là depuis de nombreux trimestres et la trajectoire de l'économie européenne pour les 4 à 6 prochains trimestres, c'est plutôt une trajectoire de ralentissement de l'activité économique, même si ce ralentissement devait être atténué, si je puis dire, par des soutiens budgétaires qui vont rester encore extrêmement présents. On pense au plan de relance européen qui n'en est qu'à ses débuts et qui doit se déployer au moins jusqu'au milieu de l'année 2023. On pense à un marché de l'emploi européen qui se porte bien et qui va soutenir la consommation. Donc une économie européenne, effectivement, qui va profiter d'une embellie de très court terme, qui va rester sur un rythme de croissance assez soutenu, mais qui, en tendance, quand même, devrait ralentir au cours de ces prochains trimestres. On va pouvoir compléter notre rattrapage avant de retrouver une situation un peu plus normale. Mais on a toujours en tête que la croissance européenne, en zone euro en tout cas, sera peut-être plus importante cette année que la croissance américaine. J'ai vu qu'on commençait à réviser doucement à la baisse les perspectives de croissance pour l'économie américaine en 2022. Je n'ai pas encore vu, ou alors ça m'a échappé, de révision à la baisse sur la croissance européenne. Effectivement, on n'a pas vu encore de forte révision à la baisse. On n'a pas vu de révision à la baisse sur les perspectives de croissance de la zone euro. On en a vu du côté des États-Unis. Pour notre part, on continue de privilégier un scénario où la croissance économique américaine est légèrement supérieure à la croissance européenne, mais c'est l'épaisseur du trait, donc je vais qualifier ça de non significatif. On a quand même un point d'interrogation sur le trait de court terme pour l'économie européenne, c'est sa réaction à l'accélération à la hausse des prix de l'énergie, et exacerbée évidemment par les tensions géopolitiques qui font peser un petit risque au cours de ces prochaines semaines. Bon, sur la situation sanitaire et son impact sur l'économie, beaucoup a déjà été anticipé, l'économie a déjà effectué une grosse partie de son rattrapage. C'est quand même une situation intéressante, je trouve, Yves, dans la mesure où on va avoir un moment de vérité aussi sur ce qui restera de nos comportements Covid ou pas. Oui. Alors c'est vrai que en écoutant ce qui vient d'être dit sur le sujet de l'impact et de la sortie de crise, c'est vrai qu'il y a quand même deux choses. C'est cette réalité économique qui fait que certains secteurs vont réellement sortir du marasme. Puis le quotidien des marchés, où là, les choses sont déjà bien derrière. Il n'en reste pas moins vrai derrière, parce qu'on anticipe et on est préoccupé par des tas d'autres sujets dont on pourra parler. Et ce qui est aussi effectivement par rapport à cette question, Grégoire, c'est quelles sont les conséquences dans nos vies quotidiennes, dans nos organisations. Et je lisais ce matin un sondage qui indiquait qu'aux États-Unis, 86% des cadres
souhaitaient, dans leur avenir professionnel, avoir la possibilité de vivre des semaines de travail un peu à la carte, partagées entre... Voilà, on a connu ce work at home mélangé à de la présence sur les lieux de travail pour maintenir les liens sociaux à l'intérieur. Bref, tout ça, ce sont des choses qui, au niveau organisationnel, ont précipité finalement une tendance qui s'était un tout petit peu amorcée il y a quelques années, mais qui effectivement, j'allais dire, entre guillemets, grâce à la crise, va, je pense, profondément changer les comportements dans les organisations et amène des conséquences de différentes natures en termes de management, en termes aussi d'évolution, comment dirais-je, de l'immobilier, d'évolution dans certains segments du prix de l'immobilier, de recherche, de modification comment dirais-je, de modification de la recherche et de l'organisation de l'immobilier. Enfin bref, on a et puis des changements réellement sociétaux en fait. Donc tout ça fait émerger quelque chose qui était probablement latent. Et voilà, c'est une des conséquences de cette période de crise sanitaire. Souhaitons qu'on en sorte réellement, pour revenir à l'affirmation initiale, à la première question. Mais c'est vrai, tout ça amène des changements. C'est vrai que le quotidien des marchés est bien distinct. Oui, je distingue ça des marchés. Ces sujets de fond, effectivement, on a là quelque chose qui est profondément disruptif et on ne s'y attendait pas il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Oui, enfin, je distingue ça des marchés, mais en même temps, on va avoir des réponses sur qu'est-ce que va être le tourisme demain, le trafic aérien, le retour dans les centres commerciaux, l'immobilier de bureaux, de logements, etc. C'est pas neutre non plus, sur du long terme, j'entends. Alors là, les différents points évoqués sont plus en référence, on va dire, à un sujet qui me paraît un des sujets de fond, qui est l'évolution du prix de l'énergie et de la décarbonation de l'économie et de nos modes de transport, où là, effectivement, on a aussi tout un ensemble d'interrogations, de conséquences et d'impacts financiers, parce que des impacts prix. Voilà. Raphaël, je voulais qu'on marque le coup quand même. Voilà, lever des restrictions sanitaires, c'est des décisions politiques là, qui sont en train d'être prises en Europe, c'est quand même un moment important. Les marchés ont anticipé l'après-Covid. On va voir ce qu'est réellement l'après-Covid désormais. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans la liste des préoccupations, aujourd'hui, le Covid est descendu de quelques crans, et Dieu merci. On retrouve petit à petit une vie normale. Et ce qui est remarquable de constater, c'est que nos économies ont appris à vivre avec le Covid. Lorsque vous regardez les résultats du 4e trimestre, donc on était quand même sur une période assez intense en termes viral, les résultats sont très bons, ils ont surpris les marchés à la hausse, on parle de 22% de croissance des revenus d'une année sur l'autre, 44% des croissances de profit, de croissance de profit. Donc manifestement, l'économie sait vivre avec ce Covid, et ça, c'est rassurant. Maintenant, la question, c'est le monde d'après, à quoi il ressemble. Et là, quand on regarde ce que raconte le marché, le message est moins clair. On aime à suivre en particulier cette thématique voyage et loisirs et la performance de ces actifs en relatif au reste du marché. Et le message est un petit peu flouté. On a effectivement une surperformance year to date, donc ça, c'est encourageant. Mais on reste aujourd'hui sur un segment qui est très volatile, qui n'a pas vraiment de direction. Si on regarde depuis le Covid, l'écart de performance avec le reste du marché reste très significativement négatif, quasiment au plus négatif qu'on ait eu. Donc, comment réconcilier cette idée que d'une part, les économies arrivent à vivre avec le Covid, mais d'autre part, finalement, les airlines, les hôtels, tout ce qui est loisirs n'a pas tant rebondi que ça en performance. Ça, c'est une clé peut-être de performance, de sélection de valeurs, d'allocation d'actifs qu'il va falloir résoudre. Le marché, selon moi, ne s'est pas encore fait d'avis. Ouais. Très intéressant. Bon, on suivra ça avec attention, mais il y a encore des secteurs, y compris sur le plan boursier, qui sont marqués, vous dites, par cette pandémie. À suivre. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'Europe, des États-Unis, mais une autre inconnue sur cette thématique, c'est ce que font les pays asiatiques et la Chine en particulier. On est toujours sur une dynamique de 0 cas. Donc, on ferme des villes, on ferme des usines, on ferme des ports. Ça, évidemment, ça a un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Et donc, certes, les économies occidentales vivent avec. Aujourd'hui, cette équation asiatique, elle est assez floue aussi. Et je pense que le marché va avoir besoin d'éclaircissement de ce point de vue-là pour pouvoir à nouveau réattribuer du risque sur ces valeurs. Bon. Depuis quelques mois, c'est quand même le sujet de politique monétaire et d'inflation qui a pris le leadership en matière de préoccupation pour les investisseurs. Venons-en donc aux banques centrales. Olivier, je repars avec vous. Alors, c'est vrai que, bon...
à peu près tout le monde, je crois, a pu s'exprimer. Enfin, je veux dire, on a eu quand même un tir de barrage de discours de banquiers centraux depuis le début de l'année assez important. Tout le monde s'est exprimé sur le sujet. La fièvre hawkish s'est emparée de toutes les grandes banques centrales des économies développées. Fed, bien sûr, Banque d'Angleterre qui a déjà délivré 2 hausses de taux. BCE avec une communication qui a tourné depuis le 3 février dernier. Est-ce qu'on a atteint, alors ce que les anglo-saxons décrivent comme le peak hawkishness, l'idée qu'on est peut-être au climax du discours dur, orthodoxe en matière de politique monétaire et peut-être aussi en termes de pricing de marché. Comment est-ce que vous vous situez là aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair sur ce processus de normalisation générale des politiques monétaires qu'on attend? Vaste question. C'est la seule. Ça tombe bien. Ouais, c'est à peu près la seule laquelle il fallait répondre aujourd'hui. Non, ce que l'on voit, c'est que, en particulier aux États-Unis, la Banque centrale américaine est en retard dans la normalisation de sa politique monétaire. Et pour illustrer ce propos, on peut citer quelques chiffres. Vous avez un taux de chômage à 4% et une Banque centrale américaine qui continue son programme de quantitative easing aujourd'hui. Vous avez un taux directeur qui est à 0% et une inflation sous-jacente à 6%. Donc vous avez un écart qui n'a jamais été vu, à mon avis, au cours de ces 40 dernières années. Donc une banque centrale américaine en retard, qui délivre le message qu'elle veut durcir sa politique monétaire au cours de ces prochains mois. La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ces banques centrales qui ouvrent la porte au durcissement monétaire, et le caractère hawkish, il ne vient pas nécessairement des banques centrales, il vient peut-être davantage des investisseurs qui aujourd'hui considèrent que notre banque centrale américaine va augmenter 7 fois son taux directeur sur l'année 2021 et que notre Banque centrale européenne, je crois, redressera 5 fois ce taux directeur sur cette année 2022. Oui, de 10 points de base. Enfin, si vous comptez des chemins de 10 points de base pour la BCE, c'est ça. Oui. On aurait 50 points de base de hausse de taux cette année pour la BCE. Tout à fait. Donc, on a des investisseurs qui vont très loin dans le repricing. Donc, on a un peu plus de clarification sur cette année 2022, qui est une année de durcissement monétaire. Pour autant, tout est-il réglé? Malheureusement, non. Pour notre part, on voit deux problématiques qui restent encore ouvertes. Une problématique de très court terme, qui est de savoir si cette banque centrale américaine va, d'une part, relever son taux directeur de 50 points de base, donc ça c'est la problématique du mois de mars, et ensuite savoir ce qu'elle va faire avec son bilan. Et donc ça c'est sans doute la problématique du mois de mai et juin. Et c'est peut-être au mois de mai et juin, une fois qu'on en saura davantage sur sa politique bilancielle, qu'on aura atteint le climax du durcissement monétaire. Et puis la deuxième problématique, qui est un peu plus à moyen terme, qui est à un horizon 9 mois, c'est de connaître les conséquences économiques de ce durcissement monétaire et de savoir si ça ne va pas produire une erreur de politique monétaire et in fine un ralentissement trop prononcé de l'économie américaine à l'horizon 2023. Voilà les deux problématiques, à mon sens, qui sont posées pour les investisseurs sur les prochains mois. Mais déjà, vous dites effectivement, donc je disais, mars est une étape critique avec les réunions décisives pour pas mal de banques centrales. Jusqu'en juin, on sera effectivement dans une période de réglage où tout ne sera pas encore écrit. Mais en juin, on devrait y voir un peu plus clair peut-être pour la suite. Je pense qu'en mars, on saura quel va être le rythme de redressement du taux directeur américain. Donc on saura si c'est 50 points de base ou 25 points de base. Oui. Pour notre part, on pense que ça sera plutôt un rythme de 25 points de base. Et en juin, on saura quelle est la politique monétaire que la Banque centrale américaine va mener sur son bilan. Et donc on aura une idée plus précise de l'impact sur la partie longue de la courbe des taux américains. Oui, c'est ça. Sur la partie longue de la courbe des taux américaines. Ouais. Raphaël, chez Tikehau, comment vous regardez la situation? Est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Qu'est-ce que vous achetez et qu'est-ce que vous n'achetez pas? Qu'est-ce qui vous paraît certain? Rien n'est jamais certain, mais déjà quasi écrit en matière de durcissement de politique monétaire. Qu'est-ce qui vous paraît encore très hypothétique dans ce que le marché intègre au regard des discours des différents banquiers centraux? Effectivement, c'est intéressant parce qu'on rentre un petit peu dans la phase 2 de cette histoire. Il y a une première phase où on discutait est-ce que c'est transitoire, est-ce que c'est structurel, est-ce que les taux vont vraiment remonter. Bon, là, on est passé à autre chose. Ça y est, c'est structurel. Elle est partie pour rester, cette inflation, en tout cas à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu. Les banques centrales se sont fait surprendre. Je pense que là aussi, il n'y a plus vraiment de débat. Et vous avez cité des très bons chiffres. La Fed est behind the curve. Est-ce que la Banque centrale européenne l'est? Peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder aussi. Et donc, on va accélérer.
Alors, est-ce qu'on est en pic au Kirchner? C'est pas impossible aussi. Les marchés sont maintenant extrêmement nerveux. On entend tous les scénarios possibles. Une réunion extraordinaire de la Fed dans la minute pour tout d'un coup renverser la table. Any day now. Ça, c'est possible. Sur le court terme, c'est difficile à dire. Néanmoins, lorsque vous regardez la photo de marché en termes d'allocation, de performance relative, de valorisation, le marché n'est pas prêt. C'est la sensation que ça donne. On n'est pas bien positionné pour ce scénario de remontée des taux, ce scénario inflationniste qui semble pourtant faire consensus. Et il y a une espèce de paradoxe à voir la value qui reste extrêmement décotée aujourd'hui. Elle a certes surperformé de 8-9% year to date. Vous prenez sur 10 ans, on est à moins 300% de performance. Oui. C'est l'épaisseur du trait, la correction qu'on voit aujourd'hui, la rotation. On ne rattrape pas 10 ans de sous-performance en 2 semaines non plus. C'est vrai, mais on ne peut pas dire au bout d'un mois, ça y est. On a retracé tout le chemin, on est maintenant positionné. Lorsque vous regardez les hauts multiples, ils sont en train tous d'exploser les uns après les autres. Roblox, aujourd'hui, fait moins 25% sur le métaverse, il y en aura d'autres. Là aussi, on constate que ces bulles d'exubérance doivent éclater, que les multiples doivent baisser, c'est mécanique. Ils ont d'ailleurs commencé à baisser, on peut parler de 2-3 tours de multiples qui ont baissé, mais il y a probablement de la place pour que ça perdure. Et même si vous regardez les niveaux absolus de taux d'intérêt, on n'est pas à des niveaux excessifs. Avoir le taux 10 ans américain à 2%, c'est un niveau pré-Covid ou presque, à un moment où le risque inflationniste grandit. Donc finalement, on a un marché qui se laisse un petit peu surprendre, qui se rend compte qu'il est en retard, et sa façon de s'ajuster finalement, c'est de la dispersion. On va punir très lourdement des valeurs mal positionnées. On va aussi avoir de la dispersion entre classes d'actifs. On constate que, par exemple, finalement, vous regardez l'Eurostoxx cette année, c'est moins 4%. On ne peut pas parler de correction. On a fait plus 25, plus 30% l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu vraiment de correction sur la façade du marché. Mais derrière la façade, les corrections peuvent être très violentes. Il y a des moins 20, plus 20 déjà, sur un mois et demi de... Absolument. On voit aussi que sur le fixed income, là, l'histoire est un peu différente. Le stress grossit, grandit très vite. La liquidité s'amenuise. Les rendements embarqués, les yields, les spreads sont en train vraiment d'exploser à la hausse. Et donc là, clairement, on voit une dichotomie entre le marché action d'une part et le marché fixed income d'autre part, pour le moins en Europe. Et donc, on sent que ce marché est en train de faire feu de tout bois, de s'agiter, de faire de la dispersion. Ça veut dire danger, ça veut dire prudence, les multiples sont élevés, mais ça veut dire aussi opportunité, parce que dans ces dislocations, il y a de vraies opportunités, il y a des cas de figure qui se présentent, qui peuvent vraiment présenter de la valeur pour l'investisseur long terme. Yves, comment vous regardez l'histoire de la normalisation des banques centrales, qui n'a pas commencé, hein? Oui, il y a les mais ça c'est il y a les anticipations puis les actes. Les conditions monétaires ont déjà changé chez les investisseurs et donc ça se voit dans les prix de marché sur différents segments de marché. Mais techniquement, comme le rappelait Olivier, la Fed achète encore 30 milliards nets en février. Absolument. Moi, il me semble, essayer de prendre du recul et beaucoup d'humilité, il y a quand même... Moi, j'ai beaucoup de questions parce que il y a beaucoup de questions qui amènent des réponses qui peuvent être diamétralement opposées. Il y a quand même une très grande inconnue, c'est évoqué, mais quel va être le taux, on va dire, le taux moyen, le taux normatif de l'inflation dans les années qui viennent? Là, on a quand même eu une conjonction de facteurs qui ont poussé les indices de prix. Je parlerai plutôt d'indices de prix, d'évolution des indices de prix que d'inflation, parce que la vraie inflation déclenchée par cette boucle des salaires et des prix, on la connaît que véritablement de façon déjà assez marquée aux États-Unis, assez peu, on le voit un petit peu en Europe. Si l'on devait continuer à évoluer sur des taux d'inflation supérieurs, d'évolution des prix supérieurs à 6 ou 7%, comme c'est le cas aujourd'hui en annualisé, c'est le cas aux États-Unis en tout cas, comment parler d'un durcissement de la politique monétaire? On est très très loin du compte, même avec un 50 points de base en mars et 5 ou 6 successifs redressements des taux d'intérêt. Et je reprendrai un peu ce que j'ai vu d'une étude de la banque Natixis et de Patrick Artus, disant les banques centrales, elles vont surtout faire semblant pour l'instant. Donc si on prend un peu Elle parle dur pour essayer d'en faire le moins possible. Et elle parle d'autant plus dur qu'elles ne viennent que seulement depuis 2 mois de réaliser qu'il y a vraiment une inflation résultant de boucles salaires-prix aux États-Unis, résultant
d'un problème de disruption et d'évolution du prix du pétrole et de beaucoup de matières premières, d'ailleurs pour des facteurs parfois très différents. Bref, une conjonction de facteurs qui, à ce moment-là de la reprise de ce cycle très, très particulier, de sortie de crise sanitaire, amène les indices, là, facialement, à nous amener à des taux d'inflation, mais qui nous mettent en total décalage avec les conditions de taux d'intérêt aujourd'hui. Donc déjà, il y a cette première question. Moi, je m'appesantis un peu plus là-dessus plutôt que sur le calendrier. Alors c'est important au jour le jour pour les marchés de savoir est-ce que ça va être 50 points de base tout de suite, puis à quel rythme. Et puis autre question importante, est-ce que ça va être seulement les taux d'intérêt ou aussi le bilan, sujet sur lequel Powell, la Réserve fédérale, a été quand même beaucoup plus prudente dans sa communication jusqu'à aujourd'hui et qui est quand même l'élément principal, j'allais dire, dans cette politique ou ce changement, comment dirais-je, de politique très accommodante à une politique beaucoup plus resserrée. Ouais. Donc les seules certitudes qu'on ait, c'est les banques centrales sont behind the curve et le marché a constaté. Pour l'instant, pas de changement. Effectivement, on apporte toujours beaucoup de liquidités, mais qu'il y a un changement d'attitude du banquier central qui s'est aperçu qu'il était très très en retard, qu'il n'avait pas vu le truc et que, compte tenu de notre... Alors, autre point important, et j'en terminerai là, c'est-à-dire quand on prend la calculette, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, sauf à choisir le camp d'une politique économique de récession, mais on ne peut pas se passer pour un certain nombre de facteurs, d'une politique qui nous sortirait de taux d'intérêt réels négatifs. Et ça, c'est quand même un fil conducteur très important pour les années à venir, pour l'ensemble des investisseurs. On a un problème de gestion, de nos finances publiques dans beaucoup de pays. Deuxièmement, on est susceptible d'avoir un effet richesse très négatif. Et troisièmement, on a quand même un truc majeur à gérer dans les années et les décennies qui viennent, qui sont le coût de la transition énergétique. Donc une fois qu'on a réuni tous ces paramètres, on s'aperçoit que le durcissement des politiques monétaires par les banques centrales ne peut être qu'assez relatif. Là, vous venez de citer 3 limites qui sont des limites dures à une normalisation extrêmement agressive des banques centrales. Telles qu'on les a connues dans le passé, dans l'histoire. Et dernier point d'ailleurs, quand on regarde l'histoire plus récente, depuis la fin des années 90, je ne dis pas que ça va se produire cette fois-ci, mais on s'aperçoit qu'à 4 reprises, la Fed et à 5 reprises, la BCE n'a pas resserré comme elle avait prévu de le faire. Dernier exemple en date, la Réserve fédérale en 2019. Donc quand on regarde cet historique, on prend aussi un petit peu plus de recul par rapport à cette communication et cette réaction quotidienne qui est bien compréhensible des marchés vis-à-vis de la communication des banques centrales, d'autant qu'on a bien compris qu'elle était prise au dépourvu par l'évolution des chiffres d'inflation depuis quelques mois. Elles ont toujours, dans le passé récent, moins délivré que ce qu'elles avaient communiqué comme... ce sont des changements de cap, effectivement, toujours dans le même sens. On promet un resserrement et finalement, il n'arrive pas. Je ne dis pas que ça va forcément se passer de la même façon, mais il faut l'avoir en tête. Sur les taux, là, alors ça m'intéresse parce que je ne suis pas sûr que vous soyez au diapason, et Raphaël et Olivier, sur le 10 ans américain à 2%. Il faut regarder toute la courbe, bien sûr, mais si l'idée c'est d'intégrer une politique monétaire qui vise à refroidir la demande, c'est ce qu'elle peut faire, donc à freiner un peu la croissance. Est-ce que sur la partie longue de la courbe, on a déjà intégré une croissance freinée par des hausses de taux directeurs, ou est-ce qu'on est encore en train de s'ajuster pour intégrer peut-être un pic d'inflation qui sera peut-être à 8% le mois prochain aux États-Unis? J'en sais rien. Olivier. Je pense que le déterminant des taux longs ne sera plus nécessairement le pic d'inflation. Ne sera sans doute pas d'ailleurs le pic d'inflation atteint, pas atteint. Ce va être plus probablement la politique monétaire de la Banque centrale américaine sur son bilan. Et de savoir ce qu'elle va réellement faire de son bilan. Alors évidemment, ce qu'elle fera de son bilan sera lié à l'inflation, et en particulier à la vitesse de décélération de l'inflation. Mais la problématique du pic d'inflation sera peut-être atteinte le mois prochain ou le mois d'après, mais la trajectoire est celle d'une décélération de cette inflation, avec la question de savoir sur quelle pente se fait cette décélération de l'inflation, et donc la conséquence que ça aurait sur les décisions de la Banque centrale américaine, en particulier sur son bilan, et in fine, des conséquences sur les taux longs. Pour notre part, ce que l'on imagine, c'est que notre taux de 10 ans américain
il a jusqu'à 2,6% d'ici à la fin de l'année, et non 10%, parce qu'on aurait un problème très sérieux, mais 2,6% d'ici à la fin de l'année, considérant qu'on va plutôt avoir une banque centrale américaine qui va réaliser ce qu'elle est en train de nous indiquer. Et donc la réduction du bilan permettrait de repentifier peut-être encore un peu une certaine partie de la courbe. C'est un objectif de marché, on peut dire. C'est évidemment une question clé pour la manière dont les investisseurs vont réagir aux décisions de politique monétaire. Si vous avez une repentification de la courbe, c'est plutôt un signal qui serait assez positif, où la normalisation de la politique monétaire américaine ne remettrait pas en jeu les perspectives de croissance de l'économie américaine, et on aurait une repentification et on serait dans un scénario assez positif. Oui, toujours cette idée reflationniste qui perdurerait encore un peu. A contrario, si vous avez un aplatissement de la courbe qui est déjà bien réel et qui se poursuit, dans ce cas-là, on parlera sans doute dans quelques mois des craintes de récession pour l'économie américaine. Et dans ce cadre-là, ça serait évidemment, ça se traduirait très probablement par de nouveau une volatilité assez forte sur les actifs risqués. Et ce serait très vite une limite à un moment pour la Banque centrale américaine, j'imagine. Limite ou pas. Limite ou pas. Peut-être que cette fois c'est différent alors. Non, c'est jamais différent, mais peut-être que la Banque centrale américaine est moins sensible au durcissement immédiat des conditions financières. Et probablement d'ailleurs. Dernière réunion, fin janvier, Jérôme Powell, le marché américain avait quand même déjà bien tanké. Fin janvier, on avait presque moins 10, moins 15 quand même sur les indices majeurs américains. Pour lui, c'était pas un sujet. Voilà. Raphaël, sur cette question des taux, vous les voyez encore monter potentiellement là, sur du taux long 10 ans américain, par exemple ? On est vraiment du parti que cette inflation, elle est plus structurelle, plus structurelle que ce qu'on semble croire, qu'elle est partie pour perdurer. Il y a des raisons démographiques dont on peut parler. On en a parlé précédemment, la réduction de la population en âge de travailler, le changement de modèle chinois aussi qui va influencer les prix sur le long terme. Ce modèle, il devient un modèle domestique, moins tourné sur l'exportation. On laisse filer la monnaie. Tout ça va avoir une répercussion. On peut aussi parler de cette idée que la globalisation a atteint son apogée. Aujourd'hui, il y a des protections douanières, il y a une hausse des coûts de production. On voit les taux d'imposition remonter dans le monde aussi. Ça, c'est une nouveauté. Ça faisait des décennies qu'ils baissaient. Les taux d'imposition remontent. Pourquoi je dis tout ça ? Je dis tout ça parce que sur le long terme, probablement qu'on va rentrer dans un cycle où les prix seront plus hauts que ce qu'on a connu auparavant. Et donc ça, nécessairement, mécaniquement, ça doit se translater sur la politique monétaire d'une part et les niveaux de taux d'intérêt. À 2% sur le 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'on reflète cette dynamique long terme ? Probablement pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on va être à 2,6, 2,4, 3 ? C'est assez difficile de prévoir, mais clairement, on va avoir un sujet. Les calculs sont pas bons, quoi, encore. Ou en tout cas, moi, je ne saurais pas vous les faire, modestement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir sur cette dichotomie fixed income action. Il y a des signes de stress qui sont très forts sur le fixed income et qu'on retrouve quand même moins sur la partie action. On a l'impression que le marché fixed income est en train de nous raconter une histoire, là. Quand vous regardez l'indice de volatilité, donc le VIX du fixed income, qu'on appelle le MOVE, il est au plus haut, là, aux alentours de 90, c'est des niveaux très élevés, il est en train d'augmenter. On a parlé des spreads high yield, qui sont traditionnellement des indicateurs avancés de ce qui va se passer sur le marché action. Ils sont en train d'exploser à la hausse aussi. On voit, par exemple, on parlait de dislocation, de dispersion. Vous prenez les bancaires. Les bancaires, c'est les grands gagnants du cycle actuel. Elles surperforment cette année côté action. On se dit que ce cycle de remontée des taux, peut-être de pontification, devrait leur bénéficier. Elles sont solides en termes de bilan. Elles leur rapatrient des provisions. Bref, la photo est plutôt encourageante. Côté fixed income, côté subordonnée financière, côté high yield, là, c'est des sous-performeurs très marqué. Le marché des 81, par exemple, est aujourd'hui assez disloqué aux alentours de 5% de rendement. Il a doublé en rendement en l'espace de 5 semaines. Donc, il se passe quelque chose côté fixed income qu'on n'a pas encore nécessairement totalement vu sur le marché action et qui indique que oui, on est parti pour un cycle plus long de hausse des taux et qu'il est
encore temps de positionner son portefeuille en conséquence. Oui, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que oui, ce qui se passe sur le fixed income est peut-être plus important que la baisse des multiples qu'on peut observer. Alors, spectaculaire sur les marchés actions, parce que c'est des baisses en ligne droite de 40-50% pour des valeurs un peu emblématiques, justement, des dernières années. Mais c'est plus ce qui se passe sur le crédit, là, comme vous dites, envoie des messages plus fondamentaux. C'est plus vertical. C'est plus vertical. Et vous regardez la baisse des multiples en moyenne, elle est encore une fois, aux États-Unis, on regarde en normalisé, on est à 29, on est à 26, donc ça reste très élevé en historique. Quand vous regardez, encore une fois, le repricing secteur par secteur, c'est pas encore tout à fait prononcé. Et donc, concrètement, l'histoire que le fixed income raconte et le marché action d'autre part est un petit peu dissonante. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller. Je comprends. Il y a quelque chose à réconcilier, là encore, de ce point de vue-là. Comment les cryptos appréhendent, expérimentent l'idée d'un resserrement monétaire ? Alors, qui ira jusqu'où il ira, et peut-être pas très loin. Il faut tenir compte, évidemment, de cette probabilité, Yves, mais ça va partir, quand même. Il va se passer quelque chose du côté des banques centrales, et c'est vrai que je me disais, c'est peut-être une expérience nouvelle pour le monde des cryptoactifs et l'emblématique Bitcoin. Alors, quand on parle crypto, j'ai surtout basé ma conversation sur le Bitcoin, justement, qui est un cas d'usage, je le répète, parce qu'il y a la technologie autour de ce sujet, et le Bitcoin qui a un cas d'usage de monnaie alternative, concurrente, et plus ou moins une sorte d'or numérique, donc une monnaie déflationniste, justement par opposition à ce qu'on vient d'évoquer au sujet des politiques monétaires, de monnaie souveraine très inflationniste, voilà, bon, pour recadrer un petit peu tout ça. Donc effectivement, la logique, la mécanique de base, c'est que ces actifs déflationnistes profitent d'une baisse des taux d'intérêt réels, pour revenir à notre discussion. Et ce qui vient de se passer depuis quelques mois est assez troublant d'ailleurs, puisqu'en fait, on n'a jamais eu de taux d'intérêt réel aussi bas, que ce soit en Europe, mais en particulier aux États-Unis. En revanche, c'est vrai qu'au niveau nominal, les taux remontent de façon assez nette depuis le mois de décembre. Et on constate, alors si on regarde les choses à très 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 court terme, d'ailleurs les commentateurs ne se privent pas pour dire maintenant, et j'ai entendu certains gérants de hedge funds aux États-Unis dire qu'effectivement Bitcoin et les cryptos de façon beaucoup plus large, c'était et répondait à la mécanique d'une valeur technologique, j'achète du soft ou j'achète du Bitcoin. Et effectivement, quand on regarde le mouvement de prix à la hausse et à la baisse qu'on a connu depuis quelques mois, il en ressort une corrélation extrêmement forte avec le marché des actions et en particulier le marché du Nasdaq. Ouais. Et cette constatation qu'on fait depuis quelques mois, alors je ne saurais pas du tout vous donner la réponse aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à vivre avec justement un Bitcoin très corrélé au Nasdaq ou pas ? Effectivement, quand cette question, elle se pose ? Alors, elle se pose parce que quand on prend des datas un peu plus anciennes, sans tomber dans des périodes où tout ça était très parcellaire, très secret et pas généralisé comme aujourd'hui, en tout cas sur le marché américain, le Bitcoin, tout comme les métaux précieux, affichait dans une allocation d'actifs un intérêt très particulier puisque permettant une décorrélation quasi parfaite avec les autres grandes classes d'actifs traditionnelles. Donc un résultat totalement opposé à ce qu'on connaît depuis quelques semaines. Alors, la suite des événements, qu'est-ce que c'est ? Une poursuite de cette forte corrélation ? Pour argumenter dans ce sens-là, je dirais que peut-être, eu égard au fait que depuis 1 an et demi, 2 ans, ce monde des cryptos et du Bitcoin en particulier est devenu très, très, j'allais dire, Main Street. Spéculatif, mais on a vu et on voit nombre de family office. Il y a le facteur spéculatif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit nombre de family office, de hedge funds et même de certains institutionnels se diversifier sur Bitcoin à travers des produits qui financiarisent les crypto-monnaies, des fonds, on parle beaucoup d'ARK aux États-Unis, et vous avez des marchés, des volumes sur les marchés, des dérivés sur Bitcoin qui progressent fantastiquement. Et en même temps, le vrai Bitcoin, lui, sort des exchanges et est stocké par les gros détenteurs, en fait. Donc on a, un petit peu comme sur les métaux précieux d'ailleurs, un marché cash qui est en quasi-pénurie d'ailleurs, et puis des marchés dérivés qui se développent et qui sont finalement les courroies d'entraînement de cette corrélation très forte. Alors, ça peut plaider pour une poursuite d'un comportement au jour le jour, très très serré, en forte corrélation. Une autre possibilité, parce que j'oublie pas que pas plus tard, c'est pas si vieux que ça, que le printemps de l'année dernière, en fait, on avait connu une correction assez marquée d'1 mois sur le Nasdaq,
Et dans le même temps, Bitcoin faisait son plus haut historique. Donc les corrélations et les décorrélations, elles se défont. Voilà un petit peu. Donc pas de réponse, je suis désolé. Mais un sujet. En tout cas, dans la mécanique, il est clair que si demain vous me dites, voilà, les banques centrales vont vraiment défendre les monnaies, vont vraiment serrer leur politique monétaire, on est si l'enjeu c'est de la crédibilité du dollar, ça peut se faire au détriment effectivement des. Qui devrait faire baisser le prix de la crypto-monnaie, comme baisser le prix de l'or ou des métaux précieux. D'ailleurs, on est dans cette même logique. Non, mais c'est important de partager ces réflexions sans apporter de réponse ferme et définitive. Sur les stratégies du moment qui vous paraissent pertinentes, déjà, est-ce que vous avez beaucoup réduit l'exposition globale au risque en général, Olivier ? Est-ce qu'il faut, alors pour des considérations techniques, parce que c'est pas non plus la fin du monde, rester quand même constructif, investi, comme on dit ? On a fait plusieurs choses. D'abord, en fin d'année dernière, on a réduit un peu la voilure sur la partie action, tout en continuant à surpondérer la classe d'actifs action. En début d'année, on a réduit un peu la partie crédit pour réduire notre sensibilité globale du risque de nos allocations d'actifs. Et puis enfin, on a continué à faire évoluer notre allocation sectorielle de manière assez importante. Si je reviens 2 ans en arrière, on était, pour simplifier, surpondéré croissance, surpondéré tech, surpondéré santé. Aujourd'hui, on est surpondéré financière. Donc ça vous donne un peu... le rebalancement est passé d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Donc on a davantage équilibré nos portefeuilles. Et notre message pour l'année 2022, c'est 3 choses. D'abord, une année qui va être volatile. On est servi au bout de 6 semaines. Ensuite, une année où il faut être bien équilibré et bien diversifié. Et in fine, une année que l'on voit positive tout de même sur la classe d'actifs actions, avec des espérances de rendement qui seront évidemment bien inférieures à celles qu'on a connues mais au ça cours y est, de ces 2 dernières années. La partie value prend un peu plus de place, ou la partie financière spécifiquement, prend une part de plus en plus importante là, dans l'allocation. La partie value a pris un peu plus de place au cours d'ailleurs de cette dernière année, de ces 12 derniers mois, davantage de place dans nos allocations sectorielles. Et la rotation historique, alors moi je disais déferlante, vous m'avez dit un petit tsunami. Un petit tsunami. Vous conforte dans cette idée, parce que la puissance et la vitesse de la vague value a été impressionnante en un mois, mais ça donne une idée de la force du courant qu'il peut y avoir derrière. J'essaye de filer la métaphore marine. Mais ce qui était dit au début de l'émission, c'est que sur 10 ans, on voit que la croissance surperforme toujours énormément la value et que peut-être que ce n'est que le début du tsunami. Mais pour cela, il faut avoir une idée assez précise du régime économique de demain, évidemment. Mais ce qui surprend quand même, c'est la vitesse des ajustements que l'on a sur les marchés financiers, mais pas que sur les actions, sur l'ensemble des classes d'actifs. Lorsqu'il y a ajustement, ces ajustements sont quand même très rapides. Ouais. Quelques points clés de la stratégie sur les marchés de capitaux chez Tikehau Capital, Raphaël. On l'a compris, on est prudent chez Tikehau, donc on a eu tendance à faire baisser les expos, à garder des liquidités sur le côté pour les redéployer à des valorisations plus attractives. Et puis on va vraiment essayer de positionner le portefeuille sur des segments qui surperforment un temps inflationniste ou sont moins sensibles au taux d'intérêt, donc moins de duration. Donc quand vous réfléchissez à ces compagnies, on va parler de compagnies à fort pricing power, évidemment, celles qui sont capables de passer la hausse des coûts dans les prix. On va parler de compagnies à faible base d'actifs aussi. Celles qui ont des faibles bases d'actifs ont tendance à surperformer en temps inflationniste, parce que remplacer sa base d'actifs tous les ans à des prix plus élevés, ça coûte cher. Donc ça va être un deuxième axe. Et puis plus globalement, avoir 35% de marge lorsque l'inflation rogne 1%, ça vaut mieux qu'avoir 4%. Donc on va privilégier ce genre de compagnies qui font moins de volume, qui sont très profitables. Donc là, j'ai juste dessiné un segment qui s'appelle la qualité. La qualité surperforme dans ce genre de scénario. Le deuxième facteur à garder en tête, c'est les multiples. Évidemment, lorsque les taux remontent, les hauts multiples s'écroulent. On en voit tous les jours des exemples. Donc il va falloir faire de la qualité à prix raisonnable. Alors vous me direz bonne chance, appelez-nous quand vous aurez trouvé. Le Graal, la chimère, celui des marchés. Oui, mais si, il y a un terme pour ça, c'est le GARP, c'est ça ? Alors, croissance qualité. Alors bon, voilà, d'accord. Croissance qualité à prix raisonnable. Beaucoup d'intersections, c'est vrai.
Mais qualité à prix raisonnable, c'est difficile, il faut être sélectif, mais dans des marchés qui disloquent, dans des marchés à dispersion, on en trouve. Et c'est pour ça on reste investi et on reste assez enthousiaste, parce qu'aujourd'hui, sur des segments type biens de consommation quotidienne, on a des valorisations qui sont assez faibles historiquement, des compagnies comme Colgate, Unilever, Reckitt Benckiser. Je sais, c'est ennuyeux, c'est moins sympa que les Bitcoin. Boring Stocks, le retour des Boring Stocks. Sont pas on va parler des télécoms dans un instant. Elles ont le pricing power, elles ont les marges. Donc ça va nous intéresser. Et même dans la tech, le gros de la tech est cher et on en reste assez éloigné, mais il y a des poches d'attractivité dans la tech autour de la publicité en ligne, un gros marché qui croît à 20% par an. On a vu Facebook récemment s'écrouler et qui traite à des multiples extrêmement faibles aujourd'hui. Quand vous parlez du segment du cloud, qui lui aussi est un gigantesque marché à forte croissance sur lequel on peut vraiment se projeter sur le long terme, là aussi, grâce à cette dispersion, on va avoir des segments investissables. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Olivier Ringard, Neuflis OBC et Yves Maillot, YAM Capital étaient avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des télécommunications, des telcos, comme on dit. Et je vais même un peu plus loin, donc avec Thomas Coudray à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes analyste chez Bryan Garnier. J'ai même intitulé le sujet de ce soir, le réveil des telcos. Parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je regardais la performance d'un titre comme Orange depuis le début de l'année. C'est très bien en relatif, c'est très bien en absolu. C'est plus 15% de performance sur 6 semaines de bourse. Je suis d'accord, mais il se passe quelque chose, d'autant que le secteur bouillonne également avec la thématique M&A. Donc on va parler de tout ça ce soir, mais commençons avec Orange qui a marqué l'actualité des dernières semaines, avec donc la nouvelle direction et la nouvelle dirigeante qui a été nommée pour prendre la succession de Stéphane Richard. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Christelle Edman, c'est ça, et qu'est-ce qu'on peut dire de la feuille de route qu'il attend aujourd'hui chez Orange, Thomas ? C'est une très bonne question. La feuille de route, on sait un petit peu les défis auxquels elle va être confrontée. Après, sa feuille de route, à elle, on l'attend, on va l'attendre. Ça va être une des fortes attentes du marché. Sa prise de fonction est prévue, je crois, début avril. Peut-être falloir lui laisser le temps un petit peu de regarder un petit peu tout ça, d'ouvrir le capot, même si elle était administratrice. Ouais, depuis 5 ans quand même. Orange, elle connaît quand même un petit peu le groupe. Et voilà. Et donc, en effet, elle est confrontée à un certain nombre de défis, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Évidemment, d'un point de vue très opérationnel, et c'est un petit peu l'actualité de ces dernières semaines, il y a la fameuse sortie, le décommissionnement, comme on dit, du réseau cuivre historique d'Orange France. Donc ça, c'est un très gros chantier qui s'ouvre, qui a des conséquences financières, sociales, opérationnelles. Il y a des sujets plus d'ordre stratégique. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un certain nombre d'actifs du groupe, la banque, la cybersécurité, le cloud, l'Afrique, les tours mobiles. On sait que c'est un gros sujet aussi chez les telcos. On entend parler de rumeurs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Clairement, elle a du pain sur la planche. Ouais, mais je ne sais pas si on prend quelques-uns de ces points, Thomas. Les tours, par exemple, il y a une tendance dans le secteur des télécoms à externaliser, à sortir ce type d'actifs. Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle ce serait pas intéressant stratégiquement et même financièrement pour Orange de procéder également à ce genre d'externalisation de ses actifs ? Alors Orange a déjà engagé un certain nombre d'actions avec ces tours, c'est le fameux projet Totem. Donc aujourd'hui, les tours d'Orange France et Espagne ont été, on va dire, localisés dans une structure juridique distincte avec sa propre gouvernance, détenue à 100% aujourd'hui par le groupe Orange. Et la direction actuelle ou bientôt la direction passée n'a pas caché son souhait d'éventuellement saisir des opportunités de rapprochement de cette entité avec d'autres entités équivalentes en Europe. Donc on peut tout à fait s'attendre à un certain nombre de mouvements là-dessus. C'est des actifs, les actifs de Tours qui sont valorisés aujourd'hui plus de 20 fois leur EBITDA, là où les telcos sont plutôt à 5 fois aujourd'hui. Donc c'est énorme. Donc il y a des gisements potentiels de création de valeur derrière ces actifs-là qui sont significatifs.
Je reprends mon plus 15% pour le titre Orange là en 6 semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose justement d'Orange spécifique lié à la nouvelle gouvernance, lié aux attentes du marché vis-à-vis de la nouvelle dirigeante d'Orange, ou est-ce que, et on en parlera d'ailleurs juste après, Thomas, ou est-ce que c'est un phénomène plus global qui concerne l'ensemble du secteur des télécoms en Europe ? Bon, en remarque à votre question, c'est vrai que je suis content aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit et que je vous dis que les opérateurs ont été injustement souffert du Covid en termes de valo, de multiples, etc. Et enfin, là, on voit qu'ils sont un petit peu en train de sortir la tête de l'eau. Et en particulier, Orange, dont je ne comprenais pas la faiblesse de la valorisation, voilà, se porte un petit peu mieux. Maintenant, les causes de ça, je pense qu'en effet, il y a des sujets très spécifiques à Orange, et puis des sujets plus macro sur les marchés et sur les télécoms en particulier. Sur Orange, bon, le sujet de la nouvelle gouvernance, alors ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une séparation de la fonction de chairman et de CEO. C'est quelque chose qui était plutôt attendu dans le cadre d'une gestion ESG. Voilà, c'est des choses qui sont bien, ça va être favorable. Maintenant, on sait qui va prendre les rênes, qui va succéder à Stéphane Richard. Je ne suis pas sûr que le marché parie aujourd'hui spécifiquement sur Crystalman, mais en tout cas, c'est un élément d'incertitude en moins par rapport à il y a quelques mois. Donc ça, c'est positif. Ensuite, si on reste sur Orange, il y a les sujets, on se dit peut-être un peu de valeur à créer sur les tours. Il y a des sujets de rumeurs, on en reviendra, de consolidation en Espagne, qui peut aussi positivement impacter Orange. Et puis, il y a plus fondamentalement le fait que voilà, Orange guide depuis un certain temps maintenant sur une augmentation très significative de sa génération de cash, notamment à horizon 2023. Eh bien, on se rapproche de ça. Le marché y croit de plus en plus et du coup, forcément, le stock en bénéficie également. Oui, plein de raisons de redécouvrir effectivement ce secteur sur le plan boursier. Allons-y sur le thème M&A, qui est un facteur important là aussi du bouillonnement et du réintérêt que les investisseurs peuvent avoir sur ce secteur. Qu'est-ce qui vous paraît majeur là ? Il y a une liste, KKR sur Télécom, sur TIM maintenant, Télécom Italia, Orange en Espagne, il y a des sujets également. Iliad, bien sûr, en Italie, donc la partie free, Iliad italienne sur Vodafone Italie. KKR, ça donne un peu la mesure de ce que ça peut représenter comme type de deal. C'est une proposition qui a été faite, pour le coup, à près de 11 milliards d'euros. Oui, on peut envisager des opérations très significatives, très agressives sur le secteur de la part de fonds. Là, il y a Cevion, au capital de Vodafone, qui est en train de placer un petit peu ses pions également. Donc on sent que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Et puis, n'oublions pas deux signaux très forts qui commencent à dater un petit peu, mais qui étaient le buy-out des minoritaires d'Altis par Patrick Drahi Bien sûr. Donc tout ça, je pense que appuie sur le fait, si ces gens-là s'engagent dans ce type d'opération, c'est pas les plus mauvais investisseurs du monde, il y a peut-être des bonnes raisons de le faire et de juger légitimement que ces actifs sont sous-valorisés aujourd'hui. On en revient à ce qu'on disait sur l'impact Covid peu justifié. Donc ces deals-là, ils montrent ça, ils appuient sur le fait, regardez, les valorisations sont faibles. Il y a des coûts à faire, que ce soit des coûts purs investissement, j'allais dire comme les buy-out, les fonds de private equity, ou alors derrière des opérations plus avec des logiques industrielles et des opérations de consolidation. Et sur l'ensemble de ces niveaux, on voit que les différents acteurs se positionnent et qu'il y a aujourd'hui des choses à faire. Donc il ne faut pas que l'investisseur institutionnel reste en dehors de ces mouvements-là. Après, il faut être prudent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont refusées. On voit que pour l'instant, Iliad Italie et Vodafone Italia, ça n'a pas marché. Bon, est-ce qu'il va y avoir une deuxième étape ? KKR sur Telecom Italia, c'est pas encore fait, loin de là. Donc, bon, voilà, il ne faut pas non plus... les consolidations au sein des mêmes pays, en Italie ou en Espagne, quelle va être l'attitude des autorités, de la concurrence européenne là-dessus, même si on sent qu'il y a des signaux positifs. Bon, il faut rester malgré tout prudent. Mais voilà, cet intérêt-là montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le secteur, de la valeur à aller chercher, à externaliser, et des bonnes opérations à faire certainement sur un certain nombre d'actifs. Ouais, et dans un moment où le coût de l'argent, le loyer de l'argent pourrait remonter, ça peut rester des opérations réalisables, faisables, avec du levier financier, avec du levier industriel, si on est entre industriels ?
Oui, bien sûr. Alors après, dans le secteur, en termes d'endettement, on trouve un peu de tout aussi. Il faut voir, mais quand on est à des niveaux de 2, même 2,5 fois d'endettement, c'est des choses qui sont totalement absorbables. N'oublions pas aussi, je ne l'ai pas cité sur Orange, mais c'est quelque chose qui est peut-être différent d'une entreprise à l'autre. Mais on est aujourd'hui dans un pic de CAPEX très élevé sur l'industrie. Donc on a la conjonction des déploiements fibres plus ou moins avancés, suivant les pays, etc. Et puis les investissements 5G. Donc on est encore dans une période très capital intensive. À un moment, tout ça, et c'est ma conviction profonde, c'est que ces déploiements fibres, une fois qu'ils auront été faits, ils ne seront plus à faire. Donc ce pic de CAPEX qu'on voit, il est conjoncturel, il va baisser. Je pense que c'est aussi ce qu'un Patrick Drahi sait quand il rachète son groupe et Xavier Niel aussi. Donc on va baisser. Donc le cash flow va mieux se porter dans quelques années. Donc le sujet clairement de la dette ou du désendettement et du levier va être adressé aussi via ce point-là. Et puis d'un point de vue très macro aussi, on voit, vous en parliez tout à l'heure avec vos précédents invités, il y a un sujet on voit de rotation sectorielle et les très fortes valos ont pris cher, pour le dire un petit peu vulgairement, depuis le début de l'année. Donc il y a un certain nombre d'actifs qui reviennent un petit peu plus en état de grâce. Donc les télécoms en font un peu partie. Bah oui. Tout arrive. C'est quoi non, mais bien sûr, mais ça fait partie des quelques secteurs qui sont positifs effectivement depuis le début de l'année en Europe au sein du Stock 600. C'est quoi le sujet spécifique d'Orange Espagne, Thomas ? Orange Espagne, l'Espagne fait partie de ces marchés avec l'Italie et la France qui sont parmi les plus compétitifs en Europe, sur lesquels les prix sont extrêmement faibles, liés à des structures de marché ultra concurrentielles. Et donc, c'est des marchés sur lesquels on attend une rationalisation, donc une réduction du nombre d'acteurs. Et donc c'est le cas en Espagne. Il y a des discussions. Alors il y avait MásMóvil et Euskaltel qui se sont réunis avec à la manœuvre un fonds de private equity. Et puis donc il reste au milieu de ça évidemment Telefónica, mais on a Vodafone Espagne, on a donc MásMóvil et on a Orange. Et donc tout ça discute. Et puis si on pouvait passer de 4 à 3, ce serait très bien. Et puis en Italie, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Avec Iliad sur la partie italienne et Orange sur la partie espagnole. Exactement, voilà. Chacun des acteurs français sur différentes géographies. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être venu nous éclairer comme vous le faites régulièrement sur les enjeux du secteur télécom, sur le plan industriel bien sûr et sur le plan financier et boursier. Un secteur en relatif et en absolu qui se comporte très bien depuis le début de cette année 2022. Thomas Coudry qui est avec nous en plateau, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.